Bonjour, nous sommes aujourd'hui réunis pour la Journée nationale de l'audition et vous présenter un webinaire sur notre travail au niveau de la LSMP. Moi, je suis Françoise Herbeau, infirmière en santé au travail, et je travaille aussi avec M. Salzar, qui va vous présenter la deuxième partie de ce webinaire. Bonjour à tous. Donc moi, je suis ergonome. On m'a pas oublié de préciser, mais ah oui. Voilà. Donc la LSMT, c'est le service de santé au travail de Meurthe-et-Moselle. Et son rôle, c'est d'éviter l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Donc, à ce sujet, nous faisons des visites médicales, ce que tout le monde connaît, mais nous réalisons aussi des examens complémentaires, des audiogrammes, des ergovisions. Nous avons des actions de prévention et de conseil au niveau des entreprises et nous réalisons des métrologies toujours au sein de ces entreprises. Alors là, c'est vraiment le travail des ergonomes essentiellement. Les intervenants de la médecine du travail sont les médecins du travail que tout le monde connaît, les infirmières en santé au travail, les secrétaires médicales aussi, et le pôle technique, donc les ingénieurs, les ergonomes, les chimistes, psychologues, techniciens, HSE et assistants techniques. Aujourd'hui, nous parlons du risque bruit. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en direct et on reprendra à la fin ces questions-là pour vous aussi. Donc, le webinaire est divisé en plusieurs parties. Une petite introduction, qu'est-ce que le bruit, les conséquences du bruit sur votre santé, la réglementation, l'évaluation du risque de bruit, la prévention, et puis une petite conclusion. Alors aujourd'hui, 67% des actifs français se disent dérangés par le bruit sur leur lieu de travail. C'est une enquête de 2017. Mais le bruit ne se limite pas au travail. Il y a aussi tout ce qu'on appelle la pollution sonore environnementale, les véhicules, le bruit du voisinage, le bruit environnemental, la musique, les aboiements des chiens, par exemple. Et les nuisances subies ou tolérées au travail, une fois que l'on est chez soi, on n'a plus envie de les subir. Et ça peut entraîner une irritabilité, des insomnies, voire une dépression. Est-ce que votre environnement de travail est bruyant? Est-ce que vous devez élever la voix pour parler avec un collègue situé à 1 mètre? Est-ce que vos oreilles bourdonnent pendant ou à la fin de votre journée de travail? Est-ce que de retour chez vous, après une journée de travail, vous devez augmenter le volume de la radio ou de la télé? Après plusieurs années de travail, est-ce que vous avez des difficultés à entendre les conversations dans les lieux bruyants, comme les cantines, le restaurant ou même autour d'un repas familial? Si vous répondez oui, alors peut-être que le bruit sur votre lieu de travail représente un risque pour votre santé. Alors, qu'est-ce que le bruit? Donc, le bruit, c'est un ensemble de sons qui sont perçus comme gênants ou désagréables, et ces sons sont émis en général par une ou plusieurs sources sonores. Donc, le son, c'est une vibration en fait de l'air qui va se propager sous la forme d'ondes acoustiques. Et ces vibrations de l'air vont exercer une pression sonore, notamment au niveau de l'oreille, qui va s'exprimer en pascal. L'échelle de son que l'on peut entendre, elle est comprise entre 20 micropascales et 200 pascals. Donc 20 micropascales correspond au seuil d'audibilité et 200 pascals correspond au seuil de la douleur. Cette unité n'est pas pratique, c'est pour ça qu'on a créé une autre échelle à travers le décibel, puisqu'il existe un facteur de 10 millions avec les pressions sonores exprimées en pascal entre les sons les plus faibles et les sons les plus élevés, qui peuvent être perçus par l'oreille humaine. Donc du coup, c'est pour cette raison qu'on utilise le décibel, qui permet de comprimer cette gamme entre 0, donc le seuil d'audibilité correspondant à une pression de 20 micropascales, et 120 décibels correspondant au seuil de la douleur, mais une pression de 200 pascals. Alors le bruit, on va le caractériser par son intensité, c'est-à-dire si le son est fort ou le son est faible, ça correspond à l'amplitude vibratoire. Et la fréquence, ça va être le nombre de vibrations par seconde correspondant à un son aigu pour une fréquence élevée ou à un son grave pour une fréquence qui est plutôt basse. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'oreille humaine ne perçoit pas toutes les fréquences de la même manière, notamment les sons en basse fréquence qui sont un peu moins bien perçus. C'est pour cette raison qu'on va, lorsqu'on va faire des mesures, appliquer des pondérations qui correspondent donc au filtre
perçue par l'oreille en fonction de la fréquence. Donc, on applique deux types de pondération. La pondération A, exprimée en dBA, qui reproduit la sensibilité moyenne de l'oreille humaine pour les sons de niveau faible à modéré. Et la pondération C reproduit également la sensibilité moyenne de l'oreille humaine, mais pour les sons relativement forts, correspondant aux pics sonores, qu'on appelle également niveau de crête. Quelques repères de niveau de bruit que l'on retrouve dans la vie de tous les jours, donc qui sont compris entre 0 et 120-130 décibels. Donc 10 correspond à une respiration, 10 décibels correspond à un niveau sonore équivalent à lorsque l'on respire. Et 130 décibels correspond au bruit d'un avion au décollage lorsqu'on se situe à 100 mètres de cet avion. Alors les seuils de la douleur et les seuils de risque à partir duquel on va commencer à endommager l'oreille correspondent à des niveaux sonores compris entre 80 et 85 décibels, correspondant soit à une rue à fort trafic, ou alors pour les seuils de danger à 85 décibels, correspondant aux aboiements de chiens et à la tondeuse à gazon. Donc ces niveaux sonores qui vont être dangereux pour l'oreille, ils sont calculés sur une durée de 8 heures, sur une durée d'exposition de 8 heures. En dessous de ces seuils, le bruit peut, au-delà de provoquer des dommages, peut être source de fatigue et de stress. On va y revenir par la suite. Le bruit ne s'additionne pas. Hein, lorsqu'on a deux sources sonores, celles-ci ne vont pas s'additionner de manière arithmétique. Doubler un niveau sonore revient à augmenter le niveau sonore de 3 décibels. Deux opérateurs utilisant un marteau-piqueur émettant un niveau sonore de 95 décibels. Lorsque l'on calcule le niveau de bruit correspondant, on va ajouter 3 décibels à ces 95 pour avoir le niveau sonore total correspondant donc à une exposition de 98 décibels. De même, pour évaluer le risque sonore, on va regarder deux choses, la durée d'exposition du ou des salariés au bruit, et puis l'intensité, c'est-à-dire le niveau sonore auquel est exposé le salarié. Donc, et on rapporte cette durée d'exposition à la durée réglementaire d'exposition de 8 heures. Hein, tous les seuils réglementaires sont calculés pour une exposition de 8 heures. Donc l'exposition à 80 décibels pendant 8 heures, ça va être l'équivalent à être exposé pendant 4 heures à un niveau sonore de 83 décibels, ce qui est équivalent d'être exposé à un niveau sonore de 86 décibels pendant 2 heures. Voilà, c'est ce qui est présenté sur le tableau que vous avez sur la diapositive. Et inversement, donc, et pour continuer dans cette logique-là, si vous êtes exposé à un niveau sonore de 110 décibels, au-delà de 29 secondes sans protection, il y a un risque pour l'oreille. Donc on peut remarquer qu'à chaque fois que l'on ajoute 3 décibels, ça revient à diviser la durée d'exposition par 2. Ensuite, donc, quelles sont les conséquences du bruit sur la santé? Alors, qu'est-ce que c'est que l'oreille déjà? Enfin, plutôt l'organe de l'audition. Donc, on a deux oreilles de chaque côté, on est bien fait, deux oreilles avec une partie externe, voilà, que tout le monde connaît, c'est le pavillon et le conduit, et puis une partie intermédiaire, qui sont les osselets, les petits os, et une partie vraiment interne, qui est la cochlée, qui baigne dans un liquide, et là où sont situées les petites cellules de l'audition. Il faut savoir que quand on entend, en fait, il y a un tout petit décalage de moins de 0,1 milliseconde. Donc, on ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte du tout qu'il y a ce décalage et les personnes entendent tout à fait normalement. Comment fonctionne l'oreille? Alors, il y a deux façons de percevoir un son. Donc, celle que tout le monde connaît, par l'oreille, le conduit, qui touche le tympan, qui mobilise les osselets et qui transfère donc le son à la cochlée, puis au système nerveux qui va transformer le son. Et il y a une deuxième façon d'entendre, qui est la voix osseuse, donc qui est celle-ci, et qui a une résonance au niveau des os de la face. Ça, on ne le sait pas forcément, mais c'est une autre façon de percevoir le son. Donc l'onde acoustique stimule l'oreille de ces deux façons, d'une voix aérienne et d'une voix osseuse.
Donc, on a une vibration de l'air, qui est la source sonore, qui est captée par le pavillon de l'oreille, qui est ensuite canalisée dans le conduit auditif, qui va arriver au tympan et le faire vibrer. La mise en mouvement des osselets mitoyens du tympan va se faire. Bon, là, c'est des petits os très très petits, hein, très très fragiles. Vibration de la fenêtre ovale mitoyenne à la cochlée. Vibration du liquide qui est contenu dans cette cochlée et oscillation des cellules ciliées. C'est très complexe, hein, transformation des oscillations en influx nerveux. L'influx nerveux est ensuite acheminé via le nerf auditif, hop, qui est là. Et puis, après, c'est votre cerveau qui analyse ce qu'il a perçu. Donc, la moindre atteinte, soit du tympan, soit des osselets, soit de la cochlée ou du nerf auditif, peut entraîner une perturbation de l'audition. À l'intérieur de la cochlée, donc ça c'est un petit peu schématisé, mais c'est ça, la cochlée, on a des petits filaments là qui s'appellent les cellules ciliées. C'est ça qui permet le son et nous permet aussi de comprendre. Ces petites cellules ciliées sont extrêmement fragiles. Et dès qu'elles sont détériorées, eh bien, il y a une modification de l'audition. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes exposés à un bruit trop fort ou à une exposition trop longue? Alors, on peut avoir ce que certains connaissent, c'est-à-dire ce qu'on appelle les acouphènes, c'est des sifflements, des bourdonnements au niveau de l'oreille, mais qui sont permanents, qui ne s'arrêtent pas au cours de la journée et qui persistent pendant des années, voire toute votre vie. On peut avoir une sensation d'oreille cotonneuse. Ça, c'est quand on sort d'un concert, par exemple, où il y a eu beaucoup de bruit, où on a été très stimulé. Alors là, ça a été l'oreille, ça a été tous les os de la face. Et quand on sort, effectivement, il y a une sensation un petit peu de moins bien entendre, d'être comme dans du coton. Comme quand on a un gros rhume, par exemple. Et puis, alors là, c'est plus grave, il peut y avoir une disparition brutale de l'audition. Ou alors, elle est progressive, sachant que c'est toujours indolore au niveau des cellules ciliées, et ça peut entraîner une surdité irréversible. Donc c'est vraiment ça, on a l'onde sonore qui passe, qui va jusqu'au bout, et hop, au fur et à mesure, ça diminue, les cellules ciliées meurent. Alors au niveau de la surdité professionnelle, ce qu'on fait nous à la LSLT, quand on reçoit les salariés exposés au bruit, on fait ce qu'on appelle un audiogramme. L'audiogramme, normalement, il doit être comme ça, ou un peu comme ça, mais il doit pas y avoir ce schéma-là. Donc là, on part de l'idée d'une personne, par exemple, exposée pendant 5 ans à 95 décibels, qui ne se protège pas. On ne se rend pas compte, en fait, qu'il y a une perte d'audition. On a juste ça à l'audiogramme, donc c'est très léger, hein, ça ne va pas très loin, mais nous, c'est déjà visible à l'audiogramme que les gens ont une perturbation de leur audition. Au bout de 10 ans, toujours sans protection, alors là, on commence à avoir une perturbation beaucoup plus importante de l'audiogramme. Et là, malheureusement, ce sont les fréquences de la conversation qui sont atteintes. Donc, les personnes s'en rendent compte parce qu'ils viennent dur d'oreille, effectivement, il faut répéter. Et ils ne comprennent plus forcément correctement l'information et ils ne distinguent plus vraiment les sons de la même façon. Donc, ils peuvent comprendre une information à la place d'une autre. Et le stade 3, voilà, tout ça c'est approximatif, hein, on dit au bout de 15 ans, toujours la même à 95 dB, et sans protection. Alors là, on parle de surdité profonde, mais là, tout le monde s'en est aperçu, le salarié et tout le monde autour de lui. Hein. C'est irréversible en général, et une destruction lente donc, de toutes ces petites cellules-là, c'est définitif, irrémédiable, et là, c'est trop tard pour agir. Donc en fait, il faut agir beaucoup plus tôt dès qu'il y a exposition. Alors la surdité peut être reconnue maladie professionnelle, selon certains critères médicaux bien sûr, et professionnels. C'est la maladie professionnelle numéro 42 des maladies professionnelles au niveau du régime général. Pour un employeur, si la maladie professionnelle est reconnue, c'est un coût de 100 000 €, ce qui n'est pas négligeable. Et en 2018, 558 personnes ont eu une reconnaissance de maladie professionnelle.
qui représente quand même 4268 journées de travail perdues pour l'entreprise. La reconnaissance travailleur handicapé. Dans certains cas, la surdité peut être reconnue comme travail. Le salarié peut être reconnu comme travailleur handicapé du fait de son travail et de la perte de son audition. Il faut que, bien sûr, que cela soit en lien avec le travail et que ça pose surtout des problèmes au niveau du travail. Alors, la difficulté d'entendre, elle peut se faire au téléphone, tout simplement. Une personne qui n'arrive plus à entendre correctement les sons, ou d'un côté ou bilatéral. Ça peut être aussi ne plus entendre les bruits d'une machine. On peut voir ça chez certains mécaniciens qui ont besoin d'entendre un petit son et qui ne l'entendent plus au bon moment. Et plus grave, c'est une personne qui n'entend plus les alertes ou les alarmes de ces machines. Là, ça commence vraiment à être très gênant pour sa sécurité et pour celle des autres aussi. Alors la RQTH ne donne pas droit à une allocation, mais par contre, elle peut apporter une participation financière lors de l'achat d'appareils auditifs. Elle peut aider au maintien dans l'emploi et elle peut aussi aider à revoir le process ou à revoir la façon de travailler pour aménager les droits de la personne. Quels sont les autres effets du bruit? Alors, une fatigue, d'abord, fatigue générale, des maux de tête, des troubles du sommeil, du stress. Comme on disait, on peut supporter le bruit au travail, mais une fois qu'on arrive chez soi, on ne peut plus, on est énervé, agacé. Il peut y avoir aussi des troubles de la concentration au niveau du travail, quand c'est trop fort. Une hypertension et une perturbation de la communication sociale et professionnelle. Tout simplement parce que quand on entend moins bien, on ne comprend pas. Et on n'ose pas toujours non plus dire que l'on ne comprend pas ou qu'on n'entend pas. Donc on n'a pas forcément les bonnes informations et on se referme sur soi et on se débrouille avec ce que l'on connaît, ce que l'on sait. Donc au niveau social, effectivement, la personne se renferme et au niveau professionnel, elle ne communique plus et ça peut avoir un problème au niveau du travail. Ça peut entraîner donc une diminution de la performance, un manque de vigilance, un manque dans la qualité du travail, puisqu'on ne comprend plus les bonnes informations, et donc un risque pour la productivité de l'entreprise. Et puis attention à l'accident, car le bruit perturbe la communication, gêne la concentration et la vigilance, détourne l'attention, entraîne de la fatigue, et surtout augmente le risque d'accident du travail. Alors, que dit le Code du travail? Alors, tout d'abord, il faut faire une démarche de prévention. Et les principes de la démarche de prévention, c'est d'éviter le risque, d'évaluer le risque qui peut être évité, de combattre le risque à la source, d'agir sur les conditions et l'organisation du travail, dans le choix des équipements, des procédés, de former et d'informer les salariés sur le risque et les préventions, de prendre les mesures de protection collective. D'abord collectif et ensuite, si vraiment collectivement on n'y arrive pas, de mettre en place des mesures de protection individuelles. L'employeur évalue si nécessaire. Alors, la mesure des niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont exposés. Ces évaluations et mesurages sont réalisés par des personnes compétentes. Bien sûr, il faut savoir comment étudier le bruit, l'analyser, faire une mesure. Le service de santé au travail, par l'intermédiaire des ergonomes et des assistants techniques, ont la possibilité de réaliser ces mesures. Il faut aussi le faire à des intervalles appropriés. C'est-à-dire que s'il y a une modification des installations ou un mode de travail différent, un process revu, il faut refaire des analyses, effectivement. Ça peut être parce qu'on a fait une analyse en amont qui a déterminé un problème de bruit, que certains aménagements ont été faits, on peut refaire la mesure pour voir si ces aménagements ont été bien faits et surtout s'il y a eu quelque chose de positif. Et en cas de mesurage, on renouvelle celui-ci au moins tous les 5 ans. Il peut y avoir aussi des mesures de bruit suite à une demande de l'inspection du travail. Donc dans ce cas, ce ne sera pas les services de santé au travail qui interviendront, mais ce sera un organisme accrédité au FRAC, et là c'est impératif.
L'évaluation du bruit se fait par rapport au niveau d'exposition quotidien sur lecteur, les DDA, et au niveau de pression acoustique de crête, les DBC. Les seuils réglementaires donc, sont parus sur décret voilà, du 19 juillet 2006. Alors là, c'est un petit peu technique. Hein. Donc, les obligations de l'employeur, quel que soit le niveau, normalement, il faut qu'il évalue quand même son risque de bruit et qu'il supprime ou réduise le risque au minimum et en particulier au niveau de la source. Moi, je parle surtout pour les DBA. Donc, c'est les bruits qui sont continus. Entre 80 et 85 dBA en valeur d'exposition, l'employeur est tenu de mettre à disposition des protecteurs individuels contre le bruit. Il faut informer aussi les salariés, les travailleurs, et il faut faire des examens audiométriques préventifs. Et nous, c'est au niveau de la LCNT que ça se passe. Donc, on fait aux travailleurs en général un audiogramme. Mais ça peut se faire même s'il n'y a pas de bruit. Ça donne aussi une valeur de référence de faire cet audiogramme. Au-dessus de 85 dBA, là, il faut mettre en place des mesures techniques, bien sûr, d'organisation, de travail, visant à réduire l'exposition au bruit, signaler les endroits bruyants, limiter les accès, et là, le port est obligatoire des protecteurs individuels. Et au-dessus de 87 dBA, là, on est vraiment au-dessus des valeurs limites, et au-dessus de 87 dBA sous protecteur, il faut vraiment identifier les causes de l'exposition excessive, et adapter des mesures de protection. Il faut adopter immédiatement des mesures de réduction du bruit. Là, on est au niveau des valeurs dBA et au niveau des valeurs de crête. Je te laisse le relais. C'est à peu près le même principe. On a aussi des seuils réglementaires donc pour les niveaux de crête, les niveaux de pic. Donc, entre 135 pour des niveaux de pic mesurés entre 135 et 137 dBc. Dans ce cas-là, on se situera dans la valeur d'exposition inférieure qui va déclencher l'action. Et dans ce cas-là, on mettra en place les mesures correspondantes, donc qui sont indiquées en jaune dans le tableau. Si vous repérez plusieurs pics supérieurs à 137 dBc, dans ce cas-là, on se situe dans la valeur d'exposition supérieure qui va déclencher l'action, et on mettra en place les actions qui sont indiquées en orange dans le tableau. Sous protecteur, on a également une valeur seuil qui est de 140 dBc. En dessous du protecteur, cette valeur-là, les niveaux de pic doivent être inférieurs à 130 dBc. Autrement, il faut mettre en place les actions qui sont développées en rouge dans le tableau. L'évaluation du risque bruit, là, c'est les ergonomes. Alors, comment fait-on pour évaluer le risque bruit? Donc, il existe en fait deux méthodes. Une méthode pour le milieu industriel et une méthode pour évaluer la gêne dans les bureaux ouverts. Alors, tout d'abord, en milieu industriel, comment est-ce qu'on procède? Donc, la méthode est déroulée en trois niveaux. Donc, dans un premier temps, on va déjà identifier tous les travailleurs qui sont susceptibles d'être exposés au bruit. Et pour chacune des tâches qu'on va faire bruyantes, on va estimer dans un premier temps, faire une estimation sommaire du risque sans appareil de mesure pour déterminer si le risque est certain, si le risque est incertain, c'est-à-dire si on se situe entre les seuils compris à peu près entre 77 et 88 décibels, ou alors si on est sûr qu'il n'y a pas de risque, et dans ce cas-là, l'évaluation s'arrêtera ici. Alors, comment fait-on pour évaluer le risque et voir s'il est incertain? On va en fait aller directement au niveau du poste de travail et réaliser des tests de communication. Donc, il y a deux choses à faire. Donc, si on ne peut pas communiquer entre nous à moins d'1 mètre de distance, dans ce cas-là, on est sur un risque certain supérieur au seuil de 85 décibels. Et donc, on conclut à un niveau de risque supérieur au seuil et on passe directement à la mise en place des actions de prévention correspondantes. En revanche, si l'on se situe à 2 mètres de distance entre les personnes et si, lorsque l'on communique, on doit crier ou si on a des difficultés à se faire entendre, dans ce cas-là, le risque existe et il faut passer donc à la deuxième étape de cette méthode d'évaluation. On peut également regarder les niveaux de bruit qui sont donnés par les fabricants des machines que l'on retrouve au niveau des fiches techniques pour avoir une première indication.
sachant que ces niveaux de bruit donnés par les fabricants sont des mesures théoriques. Après, tout dépendra de l'endroit où est installée la machine. On n'aura pas forcément le même niveau de bruit qui est donné, qui est indiqué dans la fiche technique de la machine. Donc, si le risque est incertain, on va passer au deuxième niveau de la démarche et réaliser ce qu'on appelle une évaluation simplifiée du risque, c'est-à-dire appliquer la méthode des points d'exposition qui a été développée par l'INRS. Alors, cette fois-ci, dans cette deuxième méthode, on va utiliser des appareils de mesure, que ce soit un dosimètre ou un sonomètre, pour mesurer le niveau sonore pour chaque activité bruyante que l'on aura référencée. On va repérer également la durée d'exposition au bruit des salariés pour chacune des activités. Ça nous permettra de calculer l'exposition journalière des salariés au bruit et de savoir dans quelle zone de seuil on se situe. Donc, lorsqu'on repère les activités bruyantes, il faut penser à repérer toutes les activités réalisées par les salariés. Souvent, on a tendance à oublier un petit peu les activités de nettoyage, de maintenance, qui ne sont pas réalisées tous les jours, mais qui peuvent être quand même bruyantes. Voilà, donc là, vous avez un exemple pour calculer le score correspondant à une exposition au bruit. Donc là, on est parti du principe que l'opérateur réalisait deux tâches bruyantes. Une première tâche bruyante avec, par exemple, l'utilisation d'une visseuse émettant un niveau sonore à 80 décibels et qui est utilisée pendant 6 heures par le salarié. Donc ça correspond à une exposition à un score de 24 points lorsque l'on se réfère au tableau ci-dessous. Alors ce tableau, il est organisé de cette manière. Vous avez ici la durée quotidienne de l'exposition de la phase de travail et le niveau de bruit, à chaque fois compris entre 80 et 90 décibels. Et à chaque fois, donc, on a des scores correspondants. Donc pour notre salarié qui est exposé à 80 décibels pendant 6 heures, donc la référence de 6 heures n'existe pas, donc on va prendre 4 heures plus 2 heures pour avoir les 6 heures. Il est exposé à 80 décibels, donc ça correspond à un score de 16 plus 8, ce qui nous donne 24 points. Ensuite, le salarié, durant sa journée de travail, il utilise aussi pendant 1 heure une clé à choc, émettant un niveau sonore de 90 décibels. Donc, pour calculer son score pour cette activité, donc on se réfère au tableau, on prend donc 1 heure 90 décibels et on a un score de 80 points. Pour calculer donc son exposition équivalente donc sur 8 heures pour l'ensemble de ces deux tâches, sa journée de travail, savoir s'il est exposé ou non au bruit, on additionne ces points-là, la phase 1 et la phase 2. Donc 24 points plus 40 points, et on obtient donc 64 points. 64 points, ça correspond à une exposition pendant 8 heures à 83 décibels. Donc on se situe ici au niveau de la zone orange. Toutes les valeurs indiquées en zone orange correspondent au risque incertain qui va donc nous obliger à passer à l'étape 3 pour réaliser une mesure plus précise du risque. Lorsque le score total se situe dans la zone verte, on est quasiment certain qu'il n'y a pas de risque, donc on arrêtera la démarche d'évaluation, on conclura sur un risque faible. Et inversement, si on est en zone rouge ici, le risque est certain, on est sûr qu'il y a un danger pour l'oreille, et dans ce cas-là, on appliquera les actions correspondantes qui sont définies par la réglementation. Je vais reprendre le schéma général. Voilà, donc si le risque est incertain, c'est-à-dire si on a un niveau de score qui est compris entre 16 points et 200 points, dans ce cas-là, il faut faire des mesures plus précises et utiliser une autre norme qu'on appelle la norme EN ISO 9612, acoustique détermination de l'exposition au bruit en milieu de travail, méthode d'expertise. Donc cette norme, elle définit la méthode de mesurage à appliquer pour avoir un résultat précis. Donc cette méthode est organisée en 5 points. Dans un premier temps, il faut analyser le travail pour repérer l'ensemble des situations de travail qui génèrent du bruit. Et on va ensuite choisir notre stratégie de mesurage en fonction de notre analyse du travail. Donc il existe 3 types de stratégies de mesure, soit par tâche. C'est une méthode qu'on utilisera si l'activité est répétée, avec très peu de variations au niveau des activités réalisées par les opérateurs. Et on privilégiera plutôt une méthode par métier ou par journée si les opérateurs sont polyvalents au cours de la journée de travail ou au cours de la semaine de travail, s'ils réalisent des activités différentes et non régulières.
Dans ce cas-là, il faut procéder à cette stratégie de mesure. Ensuite, on planifie, on réalise les mesures et on interprète donc les résultats en tenant compte toujours des erreurs et des incertitudes de mesure. Parce que quand on intervient à un moment donné qui est plus ou moins représentatif de ce que font les opérateurs au cours de l'année. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un petit peu d'incertitude dans le résultat qu'on doit prendre en compte. Voilà. Et en fonction donc des mesures, on va pouvoir déterminer à quel niveau de risque on se situe. Voilà. Donc si on est entre 80 et 85, on sera dans la zone ici jaune et on appliquera les mesures correspondantes. Et au-delà de 85 décibels, on appliquera les mesures d'action correspondantes également au seuil d'action supérieur. Voilà donc pour la méthode d'évaluation en milieu industriel. Alors maintenant, dans les bureaux ouverts, comment est-ce qu'on fait pour évaluer le risque? Donc là, on est plutôt, comme on a vu, sur de la gêne. Donc il n'y a aucune réglementation dans les bureaux ouverts qui définit donc des seuils limites à ne pas dépasser, où on pourrait considérer que le salarié est gêné dans son travail. Voilà, donc il n'y a aucune réglementation, au-delà bien sûr des seuils réglementaires. Par contre, il existe une norme qui va donner des références en fonction du type d'activités qui sont réalisées dans les bureaux. Donc, les principales sources de bruit dans les bureaux ouverts, donc c'est principalement les conversations téléphoniques, les conversations entre les collègues qui sont nécessaires à la réalisation d'une tâche, d'une activité, d'un travail, les sonneries de téléphone, les bruits de passage des personnes dans les locaux, et également le bruit des équipements, que ce soit les photocopieurs ou la climatisation. Donc, pour évaluer l'environnement sonore et la gêne dans les bureaux ouverts, donc je ne l'ai pas précisé, mais on entend par bureau ouvert à partir du moment où il y a plus de 5 salariés dans le même bureau, on considère que c'est un bureau ouvert et un open space. Donc, pour évaluer la gêne, dans un premier temps, on va aller sur le terrain et observer l'environnement physique de travail, voir comment les postes sont aménagés au niveau du local, et regarder s'il y a déjà un traitement acoustique du local et voir si ce traitement, s'il existe, acoustique existe, voir s'il y a besoin, s'il est efficace. Et dans ce cas-là, on peut se faire accompagner notamment par les experts de l'INRS pour évaluer l'efficacité mise en place actuellement dans le local. Donc, on va bien sûr analyser l'activité de travail et en fonction du type de travail qui est à réaliser, on aura des niveaux, des seuils également qui sont recommandés par la norme à ne pas dépasser, ou en tout cas, il faudra essayer de s'en rapprocher. Donc, par exemple, si l'activité est réalisée essentiellement par téléphone, la norme recommande d'avoir un niveau de bruit dans l'open space compris entre 48 et 52 décibels. Si le travail est collaboratif, c'est-à-dire si les salariés travaillent en mode projet à plusieurs où il y aurait besoin d'échanger, dans ce cas-là, il faut que le niveau de bruit soit compris entre 45 et 50 décibels. Si le travail est plus individuel, faiblement collaboratif, dans ce cas-là, on recommande un niveau de bruit compris entre 40 et 45 décibels. Si l'activité comporte de l'accueil du public, que ce soit des guichets d'accueil dans les banques ou dans la fonction publique, dans ce cas-là, il faut que le niveau sonore soit inférieur à 55 décibels. L'analyse de cette activité de travail, elle nous permet de mettre en évidence les différents points d'amélioration qui sont liés à l'organisation du plateau. On peut également, pour faire le diagnostic et évaluer la gêne, faire passer un questionnaire aux salariés pour évaluer leur satisfaction moyenne vis-à-vis notamment du bruit. Alors, ce questionnaire a été développé par l'INRS, donc c'est le questionnaire GAVO pour gêne acoustique dans les bureaux ouverts. Et ces questionnaires-là, donc, comme je le disais, nous permet de faire un bilan statistique de la satisfaction moyenne des salariés vis-à-vis de leur environnement physique de travail. Il n'y a pas uniquement le bruit, on tient compte aussi des problèmes d'éclairage et de température. C'est les risques aussi qu'on voit fréquemment dans ce type d'espace. Il y a un chapitre sur l'environnement sonore, quel type de bruits sont perçus par les salariés, à quel niveau, à quelle intensité, à quel niveau de gêne cela représente pour eux. Il y a une partie également sur la sensibilité du bruit de manière générale dans le bâtiment perçu par les salariés. Et on pose également des questions sur la santé des salariés, que ce soit au niveau physique, articulaire, ou au niveau mental, au niveau psychique.
Et lorsqu'on fait donc la synthèse de l'ensemble de ces éléments, du questionnaire, de nos observations et d'efficacité acoustique, ça nous permet de proposer des actions de prévention ciblées et adaptées à l'activité réellement réalisée dans l'entreprise. Alors, comment fait-on pour prévenir le risque bruit? Donc, cette partie est divisée également en deux. Tout d'abord, les actions de prévention en milieu industriel et pour finir, des conseils de prévention dans les bureaux, dans le milieu tertiaire. Alors, en milieu industriel, comme on l'a dit tout à l'heure, on privilégiera toujours la mise en place de moyens de prévention collectifs beaucoup plus efficaces que les moyens de prévention individuelle. Donc, on peut réaliser des actions en amont, avant la construction, la mise en place de l'activité de travail, la construction du bâtiment. On peut réaliser des actions sur la source et des actions sur la propagation du bruit. Alors, pour être le plus efficace en prévention, on sait que lorsque le risque est pris en compte dès la construction de nouveaux locaux ou lors d'une expansion d'un réaménagement d'atelier, on est beaucoup plus efficace et le coût est moindre que si on a à remodifier ensuite une machine ou un bâtiment pour réduire le niveau sonore. Donc, la prise en compte de ce risque est incontournable et il est quand même fortement recommandé de l'intégrer dans le cahier des charges du nouveau bâtiment pour avoir un niveau de bruit aussi bas que techniquement possible. Et lorsque vous devez choisir une machine pour votre futur atelier, toujours se référencer aux fiches techniques et inclure également le critère de niveau de bruit pour choisir une machine qui émet un niveau sonore le plus faible possible. Voilà, c'est également une obligation réglementaire que l'on trouve dans le Code du travail qui nous dit en fait que le bruit émis par les équipements du poste de travail doit être pris en compte lors de l'aménagement du poste, de façon en particulier à ne pas perturber l'attention et l'audition. Voilà. Si on ne peut pas réaliser donc des actions en amont, on va essayer d'agir sur la source. C'est de là que forcément provient le bruit. C'est là où on serait assez efficace. Donc le plus souvent, c'est sur la machine qu'on va agir, mais c'est rarement mis en œuvre car ça, dans de nombreuses situations, c'est techniquement difficile à mettre en œuvre et ça demande souvent la collaboration du constructeur de la machine qui n'est pas suffisamment formé à ces techniques de réduction du bruit. Il existe pourtant des solutions simples, comme placer les sources bruyantes en dehors des zones de travail, que ce soit par exemple des moteurs, des compresseurs ou des pompes à vide. Ce sont des équipements qui peuvent être placés soit à l'extérieur du bâtiment ou dans une pièce dédiée et éloignés donc du poste de travail. On peut également agir sur le procédé de fabrication en choisissant des procédés de fabrication qui émettent le moins de niveau de bruit. Comme par exemple cisailler, on sait que c'est beaucoup moins bruyant que de tronçonner une plaque métallique, par exemple. Et on peut agir également au niveau des équipements en installant des dispositifs spécifiques, comme par exemple sur les soufflettes, qui émettent quand même un niveau sonore supérieur à 100 décibels. On peut installer des silencieux d'échappement pneumatique pour réduire ce niveau de bruit. Enfin, on peut agir sur la propagation du bruit en agissant sur l'organisation du travail, c'est-à-dire voir si on peut éloigner les travailleurs des zones les plus bruyantes, au moins pendant une partie de la journée, sachant que c'est assez logique que le niveau de bruit va baisser avec l'éloignement, notamment en cas de travail à l'extérieur, ou alors si les parois absorbent efficacement le son. On peut développer la polyvalence en faisant alterner donc, les salariés et en les formant sur plusieurs postes de travail pour les faire alterner entre les postes bruyants et ceux qui sont moins bruyants. Le traitement acoustique du local va être déterminant dans la propagation du bruit, notamment le traitement acoustique du plafond et des murs en installant donc des cloisons acoustiques, c'est-à-dire un matériau absorbant fortement le son et un matériau isolant. C'est ce que vous avez donc sur le schéma ci-dessous. Donc la personne ici qui utilise la meuleuse va émettre un niveau sonore qui va se réfléchir au niveau des murs, au niveau du plafond. Ces ondes acoustiques, elles doivent être absorbées par le matériau absorbant pour protéger le salarié dans la pièce du bruit et réduire ce niveau de bruit. Et également d'un matériau isolant doit être installé sur la cloison pour protéger les salariés qui travaillent dans la pièce à côté. Donc toujours, lorsqu'on installe une cloison, toujours mettre un matériau absorbant et un isolant.
On peut également encoffrer les machines lorsque c'est techniquement possible en installant comme une boîte autour de la machine qui est traitée et qui est isolée phoniquement. Ce procédé sera efficace s'il y a peu d'interventions à faire sur la machine, voilà, si la machine est automatique ou si elle nécessite peu d'intervention manuelle. L'encoffrement doit également faire l'objet d'un entretien minutieux, puisque si cet encofrement est mal installé et s'il y a des petites ouvertures entre les différents panneaux ou au niveau des joints de porte, le bruit va passer. Et donc, du coup, l'efficacité de ce système-là sera beaucoup moins efficace. Un joint de panneau de porte défectueux peut faire chuter fortement l'efficacité d'un encofrement. On peut également positionner des écrans acoustiques, mais on sait que ces écrans-là ont une efficacité qui est assez limitée, puisque dans le meilleur des cas, on peut atteindre un gain que de 6 décibels. Et encore, ce gain-là, on l'atteindra que si le local a été traité au niveau de l'acoustique, au niveau des murs et du plafond. Voilà, donc lorsqu'on a réfléchi à toutes ces solutions techniques et qu'on s'aperçoit, pour des raisons techniques ou financières, qu'on ne peut pas les mettre en œuvre, ben seulement après avoir réfléchi à tout ça, on privilégiera la mise en place de protecteurs individuels contre le bruit, qu'on appelle PICB. Donc, l'avantage de ces PICB, c'est que c'est peu coûteux, mais c'est pas toujours bien adapté, puisque ça reste quand même inconfortable. Donc, il existe deux catégories de PICB. Les protecteurs à coquille qui vont englober l'ensemble de l'oreille, l'ensemble du pavillon de l'oreille. Donc, c'est les casques anti-bruit ou les coquilles qu'on monte directement sur les casques. Et la deuxième catégorie de PICB, c'est les bouchons d'oreille qui vont obstruer directement le conduit auditif. Donc, c'est des bouchons en mousse, des bouchons prémoulés en plastique, ou alors des bouchons sur mesure, des bouchons individuels moulés sur mesure. Le protecteur individuel, bien sûr, il doit donc être le plus confortable possible et être efficace. Alors, pour qu'un protecteur soit efficace, bien sûr, il faut qu'il affaiblisse suffisamment le niveau de bruit auquel le salarié est exposé. Mais il faut être vigilant aussi à ne pas isoler l'opérateur de son environnement de travail. L'opérateur doit pouvoir continuer à entendre les signaux d'alarme et aussi entendre sa machine s'il y a besoin pour repérer les défauts de fonctionnement et ne pas perturber la fabrication. Donc, sur le schéma ci-dessous, qui nous a été donné par Cotral, reprend les plages d'atténuation théorique des différents PICB. Donc, on peut voir qu'un casque anti-bruit va atténuer, en fonction des modèles, le bruit entre 19 et 35 décibels. Donc, l'atténuation, on peut la voir sur la fiche technique du PICB. Il est souvent référencé ce qu'on appelle le SNR. Donc, ça, vous l'avez aussi sur la fiche technique des PICB. Les bouchons avec arceau, c'est les protecteurs qui sont moins efficaces, qu'on ne recommande pas forcément. Ils ont une atténuation qui est plutôt faible, compris entre 20 et 26 décibels. Les bouchons standards en mousse ont une atténuation comprise entre 21 et 35, et les bouchons moulés individuels sur mesure ont une atténuation comprise entre 15 et 32 décibels. Donc, bien sûr, pour qu'il soit efficace, le protecteur il doit être porté en permanence pendant 100% du temps de travail et de l'exposition au bruit. Parce qu'on sait que si le protecteur est enlevé sur une toute petite durée pendant le travail, on va perdre beaucoup en efficacité. Si le protecteur est porté, par exemple, pendant 7h30, on va perdre 60% de l'efficacité du protecteur. Et inversement, et également, si le protecteur est porté durant la moitié du temps de travail, dans ce cas-là, il n'est efficace qu'à 10%. C'est comme si on n'avait quasiment rien porté et du coup, on n'a pas été protégé. D'où l'intérêt également de former et d'informer les salariés sur le risque bruit, sur les résultats des mesures qui ont été réalisées à leur poste de travail et également sur le port des PICB. Voilà pour les moyens de prévention, les actions de prévention en milieu industriel. Alors ensuite, dans les bureaux ouverts, quelques recommandations. Tout d'abord, lorsqu'on conçoit un bâtiment ou un bureau, il y a des petites choses, des petits éléments à savoir, notamment au niveau de la géométrie du volume du bâtiment. Toujours respecter une hauteur sous plafond inférieure à la somme de la longueur et à la largeur du local, pour diminuer la propagation du bruit. Éviter également les formes en couloir avec des murs trop proches, qui vont être favorables à la propagation des bruits.
On sait aussi que s'il n'y a pas 7 mètres carrés au minimum par salarié dans l'espace de travail, quels que soient les moyens d'action de prévention du risque sonore que l'on va mettre en place, on sait qu'on sera forcément en dessous des seuils et que du coup, ça va provoquer une gêne. Donc, toujours avoir au minimum 7 mètres carrés par salarié, sachant que la recommandation, c'est 10 mètres carrés par salarié s'il n'y a pas de communication téléphonique ou orale. Si c'est le cas, il faut qu'il y ait au minimum 15 mètres carrés par salarié. 7 mètres carrés, c'est vraiment le minimum du minimum. De même, la distance entre les postes de travail doit être supérieure, doit être comprise entre 5 et 6 mètres à peu près, pour être sûr que la parole ne constituera plus une gêne. Donc, toujours espacer les postes, si possible, d'au moins 5 à 6 mètres. Autres principes généraux d'aménagement, on va bien sûr travailler sur l'implantation des postes en essayant de regrouper les activités bruyantes, des activités moins bruyantes qui nécessitent de la concentration. On va essayer aussi d'optimiser les déplacements dans les espaces de travail pour gêner le moins possible les opérateurs travaillants. Et ce qui est recommandé également pour cela, c'est de délimiter visuellement les zones de circulation de manière à ce que les salariés les empruntent et de façon à moins perturber les gens qui travaillent. Positionner également les équipements bruyants, les espaces annexes tels que les salles de réunion, les salles de pause, les salles de reprographie dans des zones éloignées des postes de travail ou dans des locaux fermés et traités phoniquement pour gêner le moins possible les personnes en train de travailler. Donc, lorsqu'on travaille en acoustique dans les bureaux ouverts, ce qui va être prédéterminant pour réduire le niveau sonore de la pièce, ça va être le traitement du plafond. C'est déterminant parce que le plafond, c'est la plus grande surface homogène de la pièce. Et on sait que le plafond favorise aussi la propagation du bruit, notamment si le plafond est trop haut, supérieur à 3 mètres, ou si le plafond est mal traité au niveau de l'acoustique. C'est pour cela qu'on recommandera donc d'installer des faux plafonds équipés d'un matériau acoustiquement absorbant, on sait qu'un matériau est acoustiquement absorbant s'il est de classe A, si l'épaisseur de la plaque du plafond est au minimum de 40 mm, si son coefficient d'absorption du bruit alpha est proche de 1, et si le vide d'air entre le plafond et le faux plafond est au minimum de 200 mm. Si on ne peut pas installer un faux plafond, dans ce cas-là, on va installer des panneaux indépendants de classe A, des panneaux suspendus qu'on fixera directement sur le plafond. C'est le cas notamment quand on a des plafonds de grande hauteur. Et ces panneaux sont également à fort pouvoir absorbant. Il faut savoir également que la réduction du bruit au niveau du sol est plutôt négligeable. On va plutôt agir sur les bruits de choc qui pourraient gêner les personnes liées au déplacement du mobilier et des différentes personnes, notamment si le sol est en carrelage, puisque un seul carrelage, c'est un sol plutôt dur, ça va donc accentuer les bruits d'impact. Autre conseil concernant les cloisons, elles ne doivent pas s'arrêter au plancher technique ou au faux plafond, parce que du coup, on a vu que dès qu'il y a une ouverture, le bruit va se propager dans les ouvertures. Donc, d'où la recommandation, vous avez le faux plafond donc en orange sur le schéma, le faux plancher suspendu en noir ici. Et donc, si la paroi entre les deux pièces isolante et absorbante n'arrive pas à hauteur du toit et à hauteur de la dalle, le gain acoustique sera moindre. On peut installer également en fonction de l'activité des écrans sur pied que vous voyez donc sur la première image ou des cloisonnettes entre les bureaux. Donc ces cloisonnettes, elles seront efficaces si elles sont suffisamment hautes et si elles ont une hauteur minimum de 1,40 m. Sur leur densité surfacique, leur masse est relativement importante, pour pouvoir isoler un maximum le bruit. Lorsqu'on installe ces équipements, il faut être aussi vigilant par rapport à l'éclairage, puisque ça va obstruer quand même l'apport de lumière naturelle. Et enfin, donc on peut aussi agir comme en milieu industriel sur des actions de communication et de sensibilisation du personnel et du management aux différents enjeux acoustiques, en mettant par exemple en place quelques règles de vie collective qui sont simples à appliquer mais qui peuvent avoir un impact sur le niveau sonore du bureau. Ces règles de vie, on peut les formaliser sous la forme de chartes. Alors on vous a mis quelques exemples, comme éviter de discuter longuement sur un plateau, de parler à voix mesurée aussi bien au téléphone qu'entre collègues, faire des conférences téléphoniques et des réunions dans un bureau plutôt fermé ou isolé de l'open space,
ajuster toujours son niveau sonore au niveau du micro-casque, que ce soit le micro et les écouteurs, diminuer le niveau de la sonnerie du téléphone fixe, favoriser plutôt des signaux lumineux, et éviter donc tout ce qui est formation, briefing individuel au niveau du poste de travail du salarié qui pourrait donc perturber les autres. Voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation. Donc en conclusion, donc on a vu qu'une exposition prolongée à des niveaux de bruit intenses va détruire peu à peu les cellules ciliées de l'oreille interne et ça va conduire progressivement à une surdité qui va être irréversible. Alors cette surdité, elle peut être amplifiée aussi également si les salariés sont exposés à certains produits chimiques, à certains solvants qu'on va appeler phototoxiques, parce que les solvants, ce type de produits chimiques vont agir, on le sait maintenant, par leur évaporation au niveau du pavillon de l'oreille et ça peut provoquer aussi une diminution de l'audition. Les prothèses auditives ont, malgré l'avancée des technologies, ont une efficacité qui est limitée et on sait qu'elles ne restituent pas la fonction auditive dans son ensemble. D'où l'intérêt de réaliser des examens audiométriques préventifs régulièrement dans le cadre de la surveillance médicale, d'apporter aussi à travers les visites d'information et de prévention qui sont réalisées par nos infirmiers et infirmières, de donner également des conseils aux salariés, notamment sur le port des PICD. On peut également, au niveau de notre association, vous proposer d'autres actions, que ce soit un accompagnement pour évaluer le risque sonore et réaliser de la métrologie, des mesures directement. On a les appareils qu'il faut. On peut réaliser également des sensibilisations des salariés au risque bruit et vous conseiller également sur la mise en place d'actions de réduction du bruit, que ce soit en milieu industriel ou dans le milieu tertiaire. Et vous conseiller enfin sur le choix des PICB en fonction des résultats de la métrologie. Si vous voulez approfondir un petit peu le sujet ou communiquer dans votre entreprise, nous avons également créé 2 plaquettes. Une plaquette à destination des salariés, le bruit, qu'est-ce que je risque, et une plaquette à destination des employeurs, le bruit, quels sont les risques pour vous salariés. Donc ces plaquettes, vous pourrez les retrouver sur notre site internet. Voilà, quelques références bibliographiques pour terminer, qui nous ont aidés à construire ce support. Si vous voulez approfondir le sujet, voilà, voici ces références. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler tout de suite via le chat pour que l'on puisse y répondre. Je ne sais pas si tu as eu des questions. Ah, d'accord. Alors, on va attendre quelques petites secondes s'il y a des questions. A priori, il n'y en a pas. Voilà, donc dans tous les cas, on reste à disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez également vous adresser à votre médecin du travail qui suit directement votre entreprise pour avoir plus de conseils. Vous me contactez après directement si vous avez d'autres questions ou besoin d'un accompagnement. Ah, il y a quelqu'un qui est en train de... Les questions n'arrivent pas. Alors, la question, donc vous avez parlé des bureaux industriels et des bureaux individuels, mais qu'en est-il des bureaux partagés par 2 personnes? Quelles sont les préconisations? Du coup, ça sera un petit peu les mêmes préconisations que pour un bureau individuel. En termes de surface,
à respecter par salarié, au minimum 7 mètres carrés par salarié. Après, tout dépendra aussi de votre activité. Si c'est une activité qui est essentiellement téléphonique ou qui est plus individuelle. Donc voilà, il faut reprendre les principes que l'on a vus et en fonction de l'activité, on appliquera plus ou moins ces conseils. Il y a une question dans la partie questions. Ouais. Alors, il y a une autre question sur le bruit dans les stations de lavage des automobiles. Est-ce que l'on considère le bruit, est-ce qu'on considère comme un bruit industriel ou tertiaire? Là, on sera plutôt sur un bruit industriel, puisque c'est une activité manuelle qui n'est pas bureautique. Et là, c'est vrai que le niveau de bruit émis par les Karcher est relativement important. Pour une personne qui réalise ça toute la journée, on est sur des niveaux qui sont supérieurs au niveau, qui sont supérieurs aux 85 décibels. Voilà, donc a priori, il n'y a pas d'autres questions. On reste à disposition s'il y a besoin. Voilà, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Il y a quelqu'un qui demande. Il y a une autre question. C'est le même. Il demande de répéter la réponse s'il y a eu un problème de connexion. D'accord. Bon, je vais répéter. Apparemment, le monsieur qui a posé la question n'a pas entendu la réponse. Donc, la réponse, c'est que les stations de lavage, oui, c'est considéré comme un bruit industriel et non pas tertiaire. On n'est pas sur une activité bureautique. Comme je le disais, donc c'est souvent des activités qui sont relativement bruyantes. On se situe souvent au-dessus du seuil réglementaire des 85 décibels. Voilà, je pense que c'est bon. On vous remercie et puis passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir.